m'entendez? Bonjour. On va commencer le cours parce qu'on a une heure pleine à vous raconter plein de choses et surtout je voudrais prendre 5 minutes à la fin pour parler de l'examen parce que je suis Cécile Badoil, je suis responsable de l'U17A et U17B et je vais vous parler de votre examen qui est fait, qui est sous presse. Et aussi de l'U17B qui, je sais, pose réflexion, polémique, discussion. Et je vais vous parler de mon point de vue et pour que vous puissiez en discuter clairement puisque c'est pour l'année prochaine que les choses devront changer. Donc c'est extrêmement important qu'il y ait un vrai discours et qu'on parle ensemble. Donc vous avez 8 cours, ce qui est quand même pas à la mort en anapath, c'est une introduction. Vous allez en refaire en DFG1, D1. L'année prochaine et vous allez voir que l'anapath c'est absolument passionnant, même si vous n'en êtes pas tout à fait convaincu, et que en fait on est un peu des inspecteurs gadgets vis-à-vis de la pathologie et on a un rôle absolument essentiel dans le diagnostic et dans l'orientation diagnostique. Parmi vous, il y aura des chirurgiens qui vont faire moi j'opère, c'est suffisant. Et derrière, il y aura l'oncologue qui dit d'accord, tu as opéré quoi? Tu as enlevé tout? Est-ce qu'il y avait des métastases? Et l'intermédiaire, c'est nous. Donc on n'a pas intérêt à donner un mauvais diagnostic, une mauvaise orientation et du coup orienter vers une mauvaise thérapeutique. Et vous allez voir que vous avez ce mot qui est en permanence de la médecine personnalisée, de la médecine avec des médicaments de plus en plus ciblés, eh bien, on a un rôle absolument majeur et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer dans non seulement la prise en charge diagnostique, mais aussi pour aider à prendre les décisions thérapeutiques avec des engagements financiers absolument majeurs de la société. Et donc, le jour où vous paierez des impôts, vous serez content de savoir que vous avez en face de vous des médecins responsables que vous serez et de ne pas donner des médicaments n'importe quoi, n'importe comment remboursés. D'ailleurs, c'était au JT d'hier soir en disant qu'on n'allait plus rembourser des médicaments qui étaient avec des effets peu efficaces et peu montrés pour justement utiliser des thérapeutiques qui coûtent mais des blindes. Donc, on va réaborder, je vais vous faire des rappels. Alors, de temps en temps, les étudiants ils trouvent qu'on raconte un peu trop toujours la même chose. Mais des rappels sur la cancérogénèse. Vous avez eu 2 cours sur qu'est-ce que c'est qu'un cancer, comment on le définit. Et ça, c'est absolument majeur. Et l'idée, c'est qu'en sortant de vos 3 premiers cycles de médecine, que vous vous souveniez que vous êtes fait de cellules, d'architecture cellulaire et que ce n'est pas juste des gens qui se baladent dans la rue et que si vous voulez les traiter, il faut bien comprendre comment on est fait. Donc la définition de la cellule cancéreuse, il y en a des milliers, mais il faut savoir que, par exemple, on peut considérer que c'est le passage d'une cellule normale à une cellule cancéreuse, elle se fait par une transformation. Et c'est donc l'acquisition de propriétés caractéristiques avec un phénotype particulier, avec un sens de la prolifération. Vous savez que les cellules tumorales, elles prolifèrent souvent plus rapidement même que des cellules normales. Et donc, c'est pour ça qu'elles vont envahir les tissus adjacents. Donc là, on parle de cancer, de maladies malignes et non pas de tumeurs bénignes. De colonisation d'organes à distance. Ça s'appelle comment ça quand on colonise des organes à distance? La métastase. Et évidemment, c'est assorti d'instabilité génétique. Tout ça, la cellule, elle va se faire son petit nid douillet et va tout développer, tout pour qu'elle soit indépendante vis-à-vis des signaux de prolifération. Ça veut dire qu'elle ne s'arrête pas. Quand le cycle cellulaire, vous savez qu'il y a plein de vigies, plein de gardiens du cycle cellulaire, et la cellule tumorale, elle s'en fiche pas mal. Insensibilité aux signaux inhibiteurs, évidemment. Abolition de l'apoptose. Vous savez tous exactement ce que c'est que l'apoptose, la différence entre la nécrose et l'apoptose. Si ce n'est pas encore vu, relisez. Capacité de prolifération illimitée. Capacité de susciter l'angiogénèse. Et acquisition d'un pouvoir invasif. Et on va voir un petit peu comment cette cellule cancéreuse se débrouille et surtout nous, comment on va la traquer et comment on va dire qu'on est bien face à une prolifération tumorale. Vous l'avez vu, revu, je vous ai mis 3 items qu'on va aller rechercher quand on regarde au microscope une prolifération tumorale. Anisocariose, ça veut dire quoi? A, c'est un A privatif. Iso,
Vous n'êtes pas de la génération, nouvelle génération réforme du collège où latin, grec disparaît. Iso, même. Cario, noyau. Pas le même noyau. Est-ce que vous validez le fait que devant cette prolifération affreuse, indifférenciée, que fait de cellules tumorales, vous l'avez bien reconnu puisque maintenant vous êtes super bon, ce noyau-là n'a absolument pas la taille de ce noyau-là, ni de ce noyau-là, ni encore moins de ce noyau-là. Vous êtes d'accord? Anisocariose. Ensuite, anisocytose, ça veut dire quoi? Pas même cytoplasme, la cellule, hein, plutôt. Et donc, ça va être la cellule, la taille de la cellule. Regardez, cette cellule-là n'a pas du tout la même taille que cette cellule-là, qui n'a pas la même taille que cette cellule-là, qui est en plus binucléée. Donc, il peut y avoir des binucléations, anisocariose, anisocytose, mitose. Évidemment, plus on fait de mitose, plus on prolifère. Ça peut être des mitoses anormales. Et là, vous avez une plaque équatoriale que vous avez reconnue immédiatement. Et là, vous avez deux cellules filles qui sont en train de se séparer. Dans cette vue-là, vous voyez déjà que vous avez des cellules qui font n'importe quoi quand elles se prolifèrent, puisque c'est anisocariose, anisocytose, elles ne prennent même pas le temps de se ressembler. Donc on n'est pas très bien différencié. Elles se mettent à proliférer avec des mitoses. Il me manque deux autres items qui vont nous aider à définir si c'est une prolifération tumorale maligne. C'est quoi? Vous avez entendu parler d'hyperchromatisme, hein, avec un noyau qui est très très foncé, et donc il y a une chromatine extrêmement dense et un matériel génétique qui est souvent déconnant, qui est à l'intérieur de ce noyau. Et puis, on peut avoir un rapport noyau-cytoplasme qui est augmenté. Le noyau est beaucoup plus gros qu'attendu. C'est-à-dire que, pareil, c'est la transcription cellulaire de la vision du fait qu'il y a un matériel génétique extrêmement abondant. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Nous, on regarde au microscope, on dit anisocariose, anisocytose, augmentation des mitoses, augmentation du rapport nucléocytoplasmique, hyperchromatisme, dédifférenciation de la prolifération. Mais quels sont les mécanismes qui sont responsables de ces modifications? Eh bien, il y a le facteur de transcription avec un gène qui, à un moment donné, va donner des modifications, ou alors des modifications au niveau de l'ARN, au niveau de la protéine qui va être exprimée, sous-exprimée, hyper-exprimée, qui va donner un phénotype particulier à la cellule et qui sera un phénotype tumoral. Donc on dit souvent que le cancer, c'est une maladie de l'ADN, mais pas que. Et vous allez voir que finalement, il y a beaucoup de choses qui vont interférer. Bien évidemment, il va falloir aller chercher ces mutations, mais ce n'est pas parce qu'on a une mutation, une délétion, une modification de l'ADN que, eh bien, on va avoir un cancer. Ce n'est pas parce qu'on est porteur de ça qu'on est porteur du cancer au moment T où on va l'examiner. Et bien évidemment, il faut des modifications, mais on peut les avoir un peu plus tard au niveau transcriptionnel ou autre. Donc la carcinogénèse, c'est un processus multi-étapes avec des risques causaux, la chimie, la radiothérapie, le virus. On va voir ça plus en long et en détail, avec une phase d'initiation, de promotion et de progression. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire en tant que pathologiste? On va aller montrer qu'il y a des lésions de l'ADN avec des outils particuliers qui sont différents de ceux de la biologie moléculaire. Les molécularistes et les généticiens identifient les problèmes. Nous, on va aller les révéler au quotidien en routine dans nos tumeurs pour orienter à terme. Pourquoi on va les chercher? Pour faire du pronostic, et on verra, ou orienter vers des thérapeutiques. Et puis chercher les gènes de suppression de tumeurs. On va voir ça aussi en détail. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a des altérations chromosomiques dans des tumeurs très particulières. On va retrouver ces altérations et elles sont bien identifiées et elles sont, par exemple, pour BRCA1, vous en avez entendu parler, un Breast Cancer 1 et BRCA2. Vous savez très bien que Angelina Jolie, par exemple, est porteuse du gène BRCA1 et c'est pour ça qu'elle s'est fait enlever de façon préventive ces deux seins parce qu'elle sait qu'à terme, elle est à risque de faire un cancer du sein beaucoup plus tôt que la population générale et avec un risque qui est augmenté de façon très très significative. Alors en vrai, en clinique, demain vous allez faire votre stage de sémio. Vous allez voir ce patient, allez, on va dire qu'il est alcoolo-tabagique avec une hygiène dentaire modérée. Donc, il poique un peu voilà, vous ouvrez la bouche et vous dites « Ah, j'ai mal ». Alors là, vous voyez le plancher buccal, hein, il a soulevé la langue et on voit le plancher buccal. Et vous voyez ça, vous dites « Oula, cancer, évident ».
vous dites « Ouh, je ne sais pas ce que c'est », ou alors « c'est normal », ou alors « il s'est cramé une cigarette en dormant, il a dormi avec un joint coincé entre la langue et le plancher », ou alors il est infecté de partout et donc on ne sait pas. Nous, cliniciens, on va être un peu, le clinicien va être un peu inquiet, il va dire « Oula, il y a une lésion qui est quand même ulcérée, vous voyez que c'est un petit peu rouge, que ça saigne, que c'est blanc, que c'est mal limité quand même ». Mais ça peut être ce qu'on appelle une candidose, une infection par des petits champignons. Mais ça peut être aussi ce qu'on appelle une leucoplasie. Leuco, vous avez aussi fait du latin, leuco blanc. Donc, c'est les cellules, des zones qui deviennent blanches. Et ça peut être une hyperkératinisation. Vous savez que les muqueuses ne sont pas kératinisées. C'est un épithélium malpigien. Non, histologie, vous vous souvenez, les cours que vous n'avez pas loupés. Et épithélium malpigien, et cet épithélium, quand il est au niveau des muqueuses, n'est pas kératinisé. Quand c'est la peau, c'est kératinisé. Et donc, quand vous avez de la kératine au niveau de vos muqueuses, ça se voit, ça devient blanc. Donc, on va aller faire, nous, le clinicien, comme vous avez votre patient alcoolo-tabagique qui dit que non, il ne boit que 3 litres par jour, et ce n'est pas beaucoup, alors vous allez quand même regarder un peu ce qui se passe dans sa bouche et imaginer que c'est soit une hyperplasie, on vous a dit, l'épithélium qui augmente de taille, soit une dysplasie, un carcinome in situ ou des lésions pré-invasives, vous les avez vues en cours au début de la semaine, ou carrément un carcinome infiltrant. Et nous, on va avoir les biopsies et on va les dire « Ah bah oui, là on est plutôt en hyperplasie, en dysplasie, en carcinome in situ ». Et les molécularistes qui ont récupéré ces prélèvements nous disent « Regardez, au cours du temps, au cours de la genèse finalement, et cette finalité d'arriver à un cancer infiltrant, eh bien, on va avoir des modifications au niveau de l'ADN qui vont être tellement importantes qu'à un moment, on va devenir dans l'irréversibilité de l'histoire de la cancérogénèse et on va forcément arriver à un moment donné à un cancer. » Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas parce que nous, on regarde au microscope qu'on ne sait pas que derrière, il y a des mutations, et que nous, l'idée, c'est d'aller chercher ces mutations spécifiques parfois, où on va essayer de voir celles qui sonnent le plus l'alarme de « attention, c'est grave », et ça va évoluer, parce que moi, quand je réponds dysplasie au chirurgien, il me dit « bon, d'accord, je vais suivre le patient ». Alors évidemment, il y a des grades, mais si je lui disais « il y a une dysplasie modérée, mais fais gaffe, ce patient-là, il est à risque encore plus grand de faire un cancer », ça lui rendrait bien service. Donc c'est ça. Nous, on regarde au microscope et on voit l'évolution arriver. Et c'est évident que quand on a un carcinome in situ, ça veut dire qu'il n'a pas traversé la basale et donc il n'y a pas de risque métastatique et de carcinome épidermoïde infiltrant. Donc la classification des tumeurs par l'OMS, elle se fait par la morphologie, donc là on a un rôle majeur en tant que pathologiste, par le phénotype, encore une fois on a un rôle, par la génétique, et là c'est les généticiens et les molécularistes qui vont nous aider, la clinique évidemment, et le compartiment cellulaire présumé d'origine. On va le voir, d'où viennent les tumeurs et comment elles prolifèrent. Donc les facteurs de carcinogénèse, on a l'âge, la plupart des cancers surviennent après 55 ans et 10% des décès de l'enfant de moins de 15 ans sont liés au cancer. Donc plus on vieillit, plus on risque de faire un cancer. Des facteurs géographiques et environnementaux et des prédispositions génétiques. Et puis on va voir les cancers familiaux en long, en large et en travers et les conditions prédisposantes non héréditaires avec des maladies chroniques, avec des infections et on va le voir aussi. L'hérédité, on a des syndromes néoplasiques héréditaires avec des mutations d'un gène suppresseur de tumeurs, par exemple avec le rétinoblastome. Des syndromes autosomiques récessifs avec des altérations d'un gène de la réparation de l'ADN, et ça c'est le xéroderma pigmentosum. Et puis des cancers familiaux, le côlon, le sein, je viens de vous en parler, l'ovaire, qui sont généralement à un âge plus jeune pour les patients et avec des localisations multiples. Vous avez la carcinogénèse qui peut être liée à des risques chimiques avec la notion d'initiation et de promotion qu'on a vue tout au début du cours, la cancérogénèse avec des radiations, on l'a vu aussi, et celle due à des agents infectieux. Et je vais vous présenter l'exemple du cancer du col de l'utérus avec l'infection par l'HPV. Alors, cancérogénèse chimique, ça va vous réveiller, c'est le cancer du scrotum chez les ramoneurs. Il y a un Anglais qui s'est rendu compte que les messieurs qui étaient ramoneurs avaient plus de cancer du scrotum. Et